Assieds-toi bien confortablement, on va parler bouquin. Belle morte de Bella Higgins aux éditions Hachette Roman. C'est clairement pour moi le roman pour tous les nostalgiques de la saga Twilight. C'est pas meilleur que Twilight, c'est pas plus mauvais que Twilight, c'est vraiment le roman un peu fangirl de base des romans de vampires. Donc voilà, si t'as aimé Twilight, si t'as envie de retrouver un petit peu ce genre d'ambiance, essaye, je pense que tu pourrais t'éclater. Dans ce roman, c'est une jeune fille qui s'appelle Rennie, qui s'est portée volontaire pour être donneuse de sang. Parce qu'il y a quelques années, les vampires sont sortis de l'ombre, en fait, et se sont montrés un peu aux yeux de tous pour dire « Ok, salut, hey, salut, on existe !» Un peu comme dans True Blood, où voilà, les vampires sont là et disent qu'ils existent. Sauf que là, il n'y a pas de sang synthétique, donc les vampires, ils doivent bien se nourrir d'une façon ou d'une autre. Et comme le but c'est de ne pas faire peur à la population, un système a été mis en place et des humains peuvent se porter volontaires pour intégrer une des demeures des vampires et servir de donneur de sang pendant une certaine période. Alors la période n'est jamais vraiment déterminée au départ, c'est un petit peu quand le vampire se lasse, j'ai l'impression. Donc nous on va être dans une des demeures qui s'appelle Belle Morte, où il y a un groupe de vampires, une famille de vampires qui vit, et on suit donc cette jeune fille, Rennie, qui a accepté d'être donneuse de sang. Sauf qu'il faut savoir que Rennie déteste les vampires, contrairement aux trois quarts de la population qui, eux, sont vraiment en mode waouh, les vampires, ils sont trop beaux, ils sont charismatiques. Enfin voilà, t'as l'impression que c'est des dieux vivants. Pour Rennie, c'est pas du tout ça. Pour Rennie, les vampires, c'est simplement des buveurs de sang, point barre. Sauf qu'il y a quelques mois, sa sœur, June, qui elle, par contre, idolâtre les vampires, a intégré la demeure Belle Morte, et depuis... il se retrouve sans nouvelles en fait. Donc Rennie veut réellement savoir ce qui s'est passé. Est-ce que sa sœur est morte? Est-ce qu'elle a disparu? Où elle est en fait, tout simplement. Elle veut savoir où elle est. Donc son but premier quand elle se rend à Belle Morte, c'est pas vraiment de nourrir les vampires. Bon, par la force des choses, elle va être obligée de le faire. Mais c'est surtout de mener l'enquête assez discrètement pour retrouver sa sœur. Quand elle arrive à Belle Morte, elle va vite se rendre compte que mener une enquête quand il y a des vampires aux quatre coins de la maison, c'est franchement compliqué. Qu'en plus, elle est un peu à leur disposition dans le sens où... alors, ils lui demandent avant si ils peuvent la mordre, mais est-ce qu'elle peut vraiment dire non? Je pense pas, étant donné que clairement, elle est venue pour ça, en fait. Elle va faire la connaissance de cette famille de vampires et forcément elle va en trouver un particulièrement à son goût. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette espèce de mouvement, mais c'est clairement, ça m'a bien fait rire parce qu'elle les déteste, mais lui peut-être pas finalement, il est un peu différent des autres. Bref, on va clairement être dans une romance entre un vampire et une adolescente, sachant qu'en plus c'est strictement interdit. On a à côté aussi cette enquête pour savoir ce qui est arrivé à sa sœur. Quand on va découvrir ce qui lui est arrivé, on se rend compte que le monde des vampires est encore plus sombre que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, entre vampires, trahison, enquête, sang forcément, et amour, on passe un moment plutôt chouette. Sincèrement, sans mauvais jeu de mots, j'ai dévoré ce roman. J'ai trouvé que ça se lisait extrêmement bien. Voilà, j'ai vu des critiques hyper dures sur ce roman. Maintenant, je peux comprendre qu'il plaise pas, clairement. Mais j'ai trouvé des chroniques, j'ai vraiment lu des chroniques, mais dures, mon dieu, c'était ardos, comme quoi il était archi mal écrit, enfin bref. Alors oui, la plume est extrêmement simple, mais ça reste du young adulte, ça reste un roman qui est là pour te détendre. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un roman gothique ni rien, on est vraiment dans un roman dont le but, c'est de te détendre et de te faire vivre une aventure avec des vampires, tu vois. Sincèrement, j'attends la suite. Moi, j'ai passé un bon moment, je me suis bien éclatée. J'ai trouvé ça chouette et j'ai vraiment ressenti ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert Twilight, en fait, tout simplement. Et pourtant, les gars, j'ai 40 ans, quoi. Donc, comme quoi, ça passe encore. Avec moi, c'est encore plutôt bien passé, et je vous assure que je l'ai lu, mais tellement rapidement. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, et après, attention, j'ai aimé comme j'aimerais Twilight. C'est pas... je vais pas vous dire que c'est le livre de l'année ni rien, mais en lecture détente, c'était chouette. Bon sang de bonsoir. Je parle comme une vieille. En tout cas, moi, personnellement, je vous le recommande si vous aimez les histoires de vampires. Les romans un peu genre fanfiction, tu vois, de Twilight, vous allez passer un bon moment. Maintenant, si tous ces genres-là ne vous plaisent pas, et que vous êtes plus du Anne Rice et tout, n'y allez pas, c'est pas pour vous. Mais par contre, pour l'autre team, franchement, allez-y, vous allez vous éclater. L'énigme de la Stouga de Camilla Grebe,
aux éditions Kalman Lévy Noir. J'aime énormément cette autrice, mais vraiment j'aime énormément cette autrice. Je passe toujours un super moment quand je lis ses livres, et là ça n'a pas fait exception, j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit une jeune femme qui s'appelle Like, on est en Suède, elle travaille dans une maison d'édition et elle va rencontrer un auteur qui est plutôt populaire à ce moment-là, et ils vont tomber follement amoureux. De leur amour va jaillir, c'est trop bizarre dit comme ça, bref, ils vont avoir des enfants, donc des jumeaux, 2 garçons, et voilà, ils vont aller un petit peu à la campagne, dans la campagne suédoise, et ils vont mener leur vie, elle toujours en travaillant un peu dans l'édition, en s'occupant de ses jumeaux, et lui toujours en écrivant des romans qui marchent plutôt bien. Un soir, ils font une espèce de soirée chez eux, ils invitent vraiment pas mal d'amis à eux, qui travaillent dans le même domaine qu'eux, il y a l'agent de son mari qui est là, enfin voilà, il y a pas mal de monde. Et il y a la meilleure amie des jumeaux qui est là aussi. Il faut savoir que les jumeaux, ils vivent pas dans la maison principale, ils vivent dans la Stuga. C'est une espèce de petit bâtiment à côté de la maison, et comme ils ont 17 ans, un truc comme ça, ils vivent là tous les deux pour avoir un petit peu plus de liberté. Bref, donc il y a cette fameuse soirée, il y a leur meilleure amie qui est là. On voit bien que les garçons sont tous les deux un peu attirés par cette jeune fille, et on sent bien qu'il pourrait y avoir des petites embrouilles quand même, hein. Bref, ça va pas au-delà, sauf que le lendemain matin, la jeune fille va être retrouvée morte dans cette fameuse Stuga, donc dans l'espèce de petit appartement des garçons, sauf que tout est fermé de l'intérieur. Donc, potentiellement, on peut se dire que les seuls coupables possibles sont l'un des garçons, en fait. Donc, forcément, l'enquête va commencer, les flics vont commencer à cuisiner les 2 adolescents, essayer de les monter les uns contre les autres, ils vont aller en garde à vue, etc. C'est un peu le bordel. Nous, ça c'était l'histoire dans le passé. Aujourd'hui, nous, on se retrouve avec Like, plusieurs années après cette histoire-là, et elle est accusée de meurtre. On sait pas trop ce qui s'est passé, qui est mort et pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est accusée de meurtre et qu'elle va demander, pour son audition, à être entendue par l'inspecteur qui avait mené l'enquête sur ses 2 enfants. Forcément, on se doute bien que les présents et le passé vont avoir un lien. Je vous laisse découvrir comment, c'était vraiment chouette. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de rebondissement de dingue, mais moi j'ai bien aimé. Ça se lisait vraiment bien, un peu comme un Mary Clark, tu vois. Ça se lisait vraiment bien, j'ai trouvé ça chouette, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle du monde de l'édition et qu'il y ait une espèce de petite dénonciation du machisme et de la misogynie dans ce milieu-là. C'est un peu quelque chose que Camille Greb fait assez régulièrement dans ses romans, dénoncer un petit peu l'air de rien comme ça, tu vois. Elle t'écrit son thriller et puis l'air de rien, elle te balance un petit truc pour te faire comprendre que putain mais c'est dégueulasse, ouais, pourquoi les femmes elles sont traitées comme ça, quoi. En tout cas, c'était vraiment super cool, j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon préféré de l'autrice, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, pour moi c'est une autrice à découvrir. Si vous aimez les thrillers suédois, allez-y. Oui, c'est un peu lent, etc. Mais franchement, c'est lent sans être long, en fait. Voilà, faut bien différencier les deux. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, c'est tout. On va passer à un roman historique, donc il s'agit de La Malédiction de Venise de Megan Chance. L'année dernière, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le roman de l'autrice qui était paru aux éditions Faubourg Marigny. Celui-ci, c'est pas un énorme coup de cœur, mais moi je l'ai vraiment adoré. Je sais que plusieurs personnes ont moins aimé parce qu'ils ont trouvé quelques longueurs, mais moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance en fait dans ce roman. En fait, j'y suis entrée en sachant que, je sais pas, dans ma tête, je savais que ça allait être un peu lent, un peu humide. Moi j'étais vraiment dans cette humidité vénitienne, pardon, avec ouais, ces quelques lenteurs et tout. Je savais qu'il y aurait tout ça, et comme je le savais, ça m'a absolument pas dérangée. Voilà, donc dans cette histoire, on suit une jeune femme qui s'appelle Elena, qui vit aux États-Unis et qui est la fille d'un médecin. Un médecin qui est directeur d'un asile d'ailleurs, et on va envoyer Elena à Venise pour s'occuper d'un jeune homme en fait, pour essayer de le remettre sur le droit chemin. Alors elle vient en tant qu'infirmière, mais on voit bien que son rôle est bien plus important. Donc elle arrive dans un palazzo où elle va devoir prendre en charge un jeune homme en fait, qui soi-disant serait malade. Sauf que quand elle arrive sur place, elle se rend très vite compte que ce jeune homme qui est malade, alors effectivement il est épileptique, ce qui historiquement, hein, au niveau du roman, parce qu'on est au 19e siècle, était considéré comme de la folie, hein. Être épileptique,
épileptique, les crises d'épilepsie c'était des crises de démence en fait, hein. Enfin pour l'époque, hein, attention. On commence un peu à comprendre que l'épilepsie c'est peut-être pas forcément ça, bref. Elle quand elle arrive, elle sait que ce jeune homme est épileptique, mais elle va surtout se rendre compte qu'il est accro à l'alcool et aux drogues. Il y a surtout ça en fait. Et elle va essayer de faire tout ce qu'elle peut finalement pour le sevrer, pour le guérir et le soigner. Alors il souffre de différents maux parce que il s'est fait agresser quelque temps avant. Et effectivement, il a eu des blessures, et du coup, il a quand même très mal, c'est pour ça qu'il prend de la drogue. Elle va essayer de faire en sorte de soigner son corps et son âme, c'est un peu son goal. Dès le départ, on se rend vite compte que, en fait, elle prend son rôle très à cœur, et on se doute bien qu'il y a une raison très très précise au fait qu'elle est là, que ce soit elle et pas quelqu'un d'autre, et qu'elle s'investisse autant, hein, parce que finalement, elle n'a pas le choix, elle est là pour une raison particulière, et il faut absolument qu'elle arrive à guérir ce jeune homme. Elena va se rendre compte qu'elle n'est pas la bienvenue, que la personne qui s'occupe du Palazzo n'est pas forcément contente qu'elle soit là, et elle va aussi se rendre compte qu'il y a tout un mystère dans cet endroit, qu'une jeune fille y est morte, et qu'il se passe des choses très étranges, et que personne ne veut d'elle. Tout le monde lui met des bâtons dans les roues, sauf un, sauf un jeune homme, mais sinon tout le monde lui met des bâtons dans les roues, et clairement, elle se rend compte qu'il se passe vraiment des choses bizarres. Je suis d'accord avec le fait que c'est pas un roman avec un rythme de dingue, mais moi j'ai aimé qu'on prenne notre temps, j'ai aimé voir Elena se débattre en fait au milieu de tout ça, d'avoir l'impression d'être complètement folle parce qu'il se passait des trucs, de me poser 50 milliards de questions, j'arrêtais pas de me dire mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe dans ce Palazzo, qu'est-ce qui se passe dans cette ville, dans cette famille, qu'est-ce que tout le monde cache, parce que tu sens que tout le monde cache quelque chose, et moi j'ai vraiment accroché à tout ça et j'ai passé un super chouette moment de lecture. Vraiment, c'était vraiment cool, moi j'ai vraiment aimé, je vous dis, aimé me retrouver dans cette moiteur italienne, c'était vraiment chouette. Le seul truc qui moi m'a déçu, c'est que je pensais réellement qu'on se promènerait un petit peu plus dans Venise, et c'est vrai qu'on reste quand même, on y va un peu, mais on reste quand même très axé sur le Palazzo, sur le mystère autour de tout ça, autour de la famille, et peut-être que ouais, j'aurais aimé qu'on sorte un peu plus, qu'on nous décrive un petit peu plus les rues, etc. Mais bon, voilà, c'est un petit peu mon regret, donc voilà. Ah, attention, on passe à ce roman, donc on le voit même pas, dis donc. Donc il s'agit de Le Livre de la Nuit de Holly Black. J'ai vu, mais tellement d'avis horribles sur ce livre, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde a détesté, c'est un truc de fou. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi eu confusion, je veux pas paraître voilà, mais je me demande s'il n'y a pas eu confusion du fait du nom de l'auteur. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens sont fans absolus du Prince Cruel. Moi j'ai trouvé que c'était une lecture sympa, mais j'ai pas trouvé ça dinguissime. Personnellement je préfère largement ce roman-là, mais après c'est une question de goût. C'est vrai que les gens sont très fans du Prince Cruel, et honnêtement c'est vrai que si t'es fan du Prince Cruel et que tu lis ça, c'est pas du tout la même chose. Et t'es même pas dans le même registre de roman, donc ouais la déception doit être énorme. Mais vraiment énorme, même la plume est différente. Donc je comprends en fait. Alors, ce roman, j'ai eu énormément de mal à l'apprivoiser, on va dire. Je vous faisais des stories, je me souviens, et c'est vrai que j'avais du mal avec le style, parce que je trouve que... Je sais pas si c'est l'autrice ou la traduction, sincèrement j'en sais rien, mais j'ai eu un peu de mal avec le style que j'ai trouvé pas assez fluide à mon goût, et c'est vrai que ça t'entraîne pas dans ta lecture, tu vois. C'est pas assez fluide, de temps en temps il y a des mots de vocabulaire totalement what the fuck, des expressions totalement what the fuck, et j'étais en mode « Ah !» Mais personne ne dit ça, tu vois. C'était assez chelou. Mais c'est vrai qu'au bout de 150-200 pages, ça a commencé à rouler pour moi et je me posais plus la question de la plume et je continuais, je lisais juste mon histoire. Et finalement, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est pas un coup de cœur ni rien, mais j'ai vraiment beaucoup aimé en fait. Alors, pour vous raconter un petit peu, pour vous parler un petit peu de quoi que ça cause. On est dans un univers... pour moi, plus fantastique que fantasy. Si vous voulez, pour moi, on est un peu dans un univers comme on va être avec, je sais pas, avec les romans de Beat Lit. Voilà. C'est-à-dire que c'est notre monde, mais il se passe des choses fantastiques dans notre monde. Voilà. C'est exactement ça. C'est pas un univers de fantasy, c'est vraiment notre monde avec des choses fantastiques. Certaines personnes dans ce roman, donc là, au lieu d'avoir des métamorphes ou des choses comme ça,
On a certaines personnes qui sont en possession d'une magie particulière, qui est la magie des ombres, c'est-à-dire que leur ombre leur donne une certaine force. Ils peuvent la faire tailler, ils peuvent s'en détacher, enfin c'est assez particulier. Quoi qu'il en soit, ils ont une magie grâce à cette ombre, et ça fait d'eux des personnes un peu mieux que les autres, on va dire. Du coup, du fait de cette magie des ombres, on assiste à un vrai trafic, c'est-à-dire que certaines personnes se font voler leurs ombres. Quand quelqu'un meurt et que l'ombre n'a pas été bien traitée, ça se transforme en furie, donc ça devient très très grave, parce que là, c'est une créature qui est pas forcément très gentille. Voilà, c'est un peu pour vous mettre dans le contexte. Je vais pas vous donner tous les détails, ce serait beaucoup trop long, mais c'est le contexte de l'histoire. Et nous, au milieu de tout ça, on suit une jeune fille, enfin une jeune femme, parce qu'elle a presque 30 ans, elle a 25 ans, on va dire. On suit une jeune femme qui s'appelle Charlie, qui est seule avec sa sœur, et qui est barman, mais qui est une ancienne escroc. Elle a décidé de raccrocher ses escroqueries, c'est bizarrement dit, mais quoi qu'il en soit, elle a décidé d'arrêter et de se contenter d'être barman. Sauf que on n'arrête pas comme ça, surtout quand on a travaillé pour des gens peu recommandables. On n'arrête pas comme ça, ce serait beaucoup trop facile. Et en fait, un livre, donc le livre de la nuit, a disparu. Alors c'est un livre qui est très 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 important parce que il a un rapport avec la magie des ombres. Et en fait, on va se dire que le gros chef de la mafia va venir voir Charlie en lui disant « Écoute, c'est pas compliqué, soit tu m'aides à retrouver le livre de la nuit, soit toi, ta famille et tous ceux que tu aimes, voilà. » Donc Charlie se retrouve un petit peu prise au piège et elle va devoir essayer de retrouver ce fameux livre de la nuit, du coup affronter des gens pas forcément très recommandables non plus. À côté, pour ça, elle va être aidée de son petit ami qui cache plein de choses, et de sa sœur qui, elle, rêve de se voir un jour devenir une magicienne. En fait, elle rêve que de ça, sa sœur, et elle étudie vraiment beaucoup la magie des ombres. Je vais m'arrêter là, parce que j'en ai assez dit. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment très chouette. Alors oui, je trouve que c'est pas hyper fluide au niveau de la plume. Oui, il y a des mots de vocabulaire un peu chelous dans le roman. Mais sincèrement, si tu prends le roman pour ce qu'il est, donc un roman fantastique avec des éléments fantastiques, hein, forcément, donc de la magie, etc. C'était cool, franchement c'était cool. Si tu vas en me disant c'est un roman de fantasy, ouais, tu vas te faire chier parce que c'est pas du tout ça en fait. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très chouette, j'ai trouvé que c'était plus mature que Le Prince Cruel, même au niveau de la plume, même si j'ai trouvé que c'était pas aussi fluide. Du coup, j'ai trouvé que c'était cool. Sincèrement, moi, je suis pas une grande fan du Prince Cruel, et celui-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré, sincèrement, j'ai préféré. Voilà, maintenant, c'est ce que je vous dis à chaque fois, les brochets comme ça coûtent... les reliés comme ça coûtent quand même une blinde. Est-ce que si je l'avais lu avant, je l'aurais acheté en relié? Je suis pas sûre. Parce que je l'ai beaucoup aimé, mais c'est pas non plus le livre de l'année, tu vois. Voilà. Maintenant, je me rends compte quand même qu'avec le recul, plus le temps passe, plus je me rends compte que je l'ai aimé ce livre, parce que j'y repense de temps en temps, à des passages, à des trucs. J'ai adoré la fin, de ouf, j'ai adoré la fin, mais vraiment. Et d'ailleurs, je sais pas si une suite est prévue, mais j'espère, parce que j'ai adoré la fin, vraiment. Ça par contre, c'est un gros... Voilà, c'est un roman qui a beaucoup de potentiel, et sincèrement, si j'arrive à faire abstraction de la plume qui m'a gênée et du vocabulaire, de la trad et tout, en fait je me rends compte que je l'ai même plus aimé que ce que je vous ai dit sur les réseaux sociaux quand je l'ai terminé, parce qu'avec du recul je me rends compte que j'aurais peut-être envie de le relire. Et si j'ai envie de le relire, c'est que vraiment j'ai aimé en fait, voilà, tout simplement. Voilà, il faut juste, je pense, rentrer dedans, voilà, avec les bonnes infos, tout simplement. Mais pour moi, c'était chouette, vraiment. Bon, maintenant on va attaquer le roman qui fâche. Il s'agit de Guild, donc de Raven Kennedy, donc c'est le tome 1 de la saga d'Oren aux éditions Hugo Roman. Alors pourquoi je dis un sujet qui fâche? Alors si vous ne traînez pas sur TikTok, peut-être que vous l'avez pas trop vu passer, mais c'est un roman qui fait extrêmement polémique du fait qu'il n'y a pas de pastilles disant que c'est pour les moins de 16 ans, parce que pour moi 16 ans c'est bon, mais après voilà, que c'est pour les moins de 16 ans, que ça serait interdit aux moins de 16 ans, alors il y a un avertissement à l'intérieur qui ne suffit pas, qui ne suffit pas aux gens, parce que ils mettent « Veuillez noter que ce livre pourrait contenir des éléments explicites et sombres qui seraient
qui seraient susceptibles de heurter la sensibilité d'un public non averti. Mais il n'y a pas les trigger warnings tels que vulgarité, parce que c'est très vulgaire, viol, parce qu'il y a un viol, et violence, parce que c'est violent. Voilà, il n'y a pas tous ces éléments-là. Maintenant, c'est un roman adulte. Ce n'est pas un roman young adulte, c'est un roman adulte. C'est un roman qui est censé être rangé en librairie en rayon adulte. Plein de gens râlent sur les réseaux sociaux en disant c'est scandaleux, il n'est pas rangé au bon endroit, patati patata. Ok. Moi, personnellement, toutes les librairies que j'ai faites dernièrement, il était au rayon adulte. Je l'ai jamais vu au rayon young adulte, je l'ai toujours trouvé au rayon adulte, à côté des romances, d'ailleurs à côté des dark romances aussi, donc je l'ai toujours trouvé au bon rayon, ça c'est pas un souci. Maintenant, effectivement, qu'il n'y ait pas un avertissement pour prévenir qu'il y a certaines scènes qui sont très choquantes, oui, c'est problématique parce que clairement, moi je mettrais pas ce roman dans les mains d'une ado de 14 ans. Mais moi, ce qui me dérange le plus, en dehors du fait qu'il n'y ait pas cette fameuse pastille, c'est la couverture. Je trouve que cette couverture, et alors c'est la couverture d'origine hein, qui a été gardée, mais ça change rien au fait que je trouve que cette couverture est vraiment connotée young adulte. J'ai lu des romans de dark fantasy, il faudrait que je vous mette par exemple celui de Charlotte Bousquet, Arachnae, je vais vous mettre la couve là, c'est pas du tout le même genre en fait, hein. On est ok, ça, voilà, lecture dark fantasy, vraiment gore, et là, il y a des trucs hyper violents, etc., mais je trouve que la couverture, elle fait peut-être un peu trop cucu les petits oiseaux, sans mauvais jeu de mots, c'est pas parce qu'il y a une cage, hein. Mais effectivement, moi c'est ce qui m'a gênée, parce que je pense que quelqu'un qui travaille en librairie ou dans un magasin de livres, parce que c'est pas tous des libraires, voit la couverture, young adulte, c'est évident en fait. La couverture fait vraiment young adulte. Moi, c'est l'élément qui me dérange le plus. Maintenant, c'est ce que je vous dis. Je pense sincèrement que moi, partout, après, c'est ce que je vous dis, partout où je suis allée, moi, je l'ai trouvé au rayon adulte. Ça n'a jamais posé problème. Maintenant, oui, il n'y a pas tous les trigger warnings. C'est peut-être un tort de la maison d'édition. Et il n'y a pas la fameuse pastille. Soit. Mais est-ce que c'est une raison pour dénigrer le roman? C'est-à-dire que le roman, il y est pour rien, en fait. Concrètement. Et des fois j'ai vu des vidéos, j'étais un peu en mode oui, enfin doucement quand même. Le roman n'y est pour rien, tu vois. Si c'est pas lui qui a dit. Enfin, je veux dire, c'est pas le roman qui a dit non, je veux pas de la pastille, tu vois. C'est pas lui qui a déconné. Tout comme s'il est pas rangé dans le bon rayon en librairie, c'est pas de la faute de la maison d'édition. Ou pas que, en tout cas. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans un débat, mais voilà. Donc j'ai repoussé un maximum pour parler de ce roman parce que je savais pas trop comment aborder tous ces sujets-là. J'ai pas envie de rentrer dans les détails ni rien, je vous ai juste donné les infos que moi j'ai eues et puis un avis rapide sur le fait que oui, je trouve que la couverture fait un peu trop young adulte. Maintenant, en ce qui concerne le roman. Le roman est inspiré du mythe de Midas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mythe de Midas, je vais vous le faire en 3 secondes. En gros, Midas va sauver un être, j'arrive pas à retrouver le nom de la créature, bref. Il va sauver une créature qui appartient entre guillemets à Dionysos. Donc comme il va la sauver, Dionysos va vouloir récompenser Midas. Midas va demander à pouvoir transformer tout en or. Il est un peu vénal, hein, ce jeune homme, donc il va vouloir tout transformer en or. Dionysos va lui accorder ce don, ce pouvoir, sauf que ce pouvoir et ce cadeau va très vite se transformer. Sauf que ce don et ce cadeau va très vite se transformer en un véritable cauchemar. Parce que il n'a pas réfléchi à tous les tenants et les aboutissants, ce jeune homme. Et qu'en fait, quand il pense à tout ce qu'il touche se transforme en or, c'est que littéralement, tout ce qu'il touche se transforme en or. C'est-à-dire qu'il ne peut plus manger, il ne peut plus boire, puisque tout ce qu'il touche se transforme en or. Donc l'alimentation, c'est fini, hein. Dès qu'il effleure quelque chose, ça se transforme en or. Et quelque chose de vivant, de végétal qui se transforme en or, ça meurt. Voilà, donc en gros, le mythe de Midas, c'est ça, je vous l'ai fait vraiment très courte. La seule chose qui va être reprise dans ce roman, c'est le fait qu'il y a le personnage qui s'appelle Midas et qu'il transforme les choses en or. Il n'a pas les mêmes difficultés que le Midas de la mythologie, hein. C'est-à-dire qu'il peut toucher des choses, a priori il contrôle son pouvoir, donc il transforme ce qu'il a envie de transformer. Dans cette saga-là, donc la saga d'Oren, donc Midas est roi parce qu'il a épousé une reine. En fait, le royaume était en banqueroute, on va dire, donc on a incité la reine à épouser Midas, parce que Midas, comme il transforme tout en or, il peut renflouer les caisses. Donc il a épousé la reine, il devient donc le roi de ce royaume,
Et il a un harem, voilà, composé de femmes et d'hommes, et il a une favorite. Sa favorite, c'est Oren. Oren, il l'a rencontrée avant de devenir roi, elle n'avait que 15 ans, ça c'est un peu bizarre par contre. Elle n'avait que 15 ans, il l'a sauvée parce qu'elle vivait dans des conditions assez difficiles. Il l'a sauvée et il l'a prise sous son aile et c'est devenu sa favorite. Alors, syndrome de Stockholm à fond. Ça n'empêche que, en tout cas, Oren pense être amoureuse de lui et lui la protège à fond. C'est-à-dire que personne ne doit l'approcher, personne ne doit la toucher, l'effleurer. Lui, il l'a transformée en or, mais elle est toujours vivante. C'est très étrange. C'est-à-dire qu'elle est toute en or de l'extérieur, mais l'intérieur, donc sa bouche est rose. Il n'y a pas d'or dedans. C'est très chelou. Et surtout, elle vit dans une cage. C'est-à-dire que le royaume, certaines parties des pièces du royaume ont été cagées. Ils ont mis une cage en or autour. Donc elle peut se déplacer dans tout le château, mais elle reste derrière ses barreaux. Alors l'idée derrière tout ça, pour Midas, c'est qu'en fait, il la protège. Voilà, parce qu'il part du principe que comme c'est sa favorite, comme il y a quand même des conflits entre les différents royaumes, il se dit qu'en fait, on pourrait lui faire du mal pour l'atteindre lui, donc il veut la protéger. Je pense qu'il veut surtout pas qu'elle se barre aussi, c'est un peu les deux. Bref, nous on est dans ce monde-là, et on va voir en fait des conflits politiques, le fait qu'effectivement Midas se sert clairement de sa favorite, donc Oren, comme monnaie d'échange, comme voilà, elle est complètement déshumanisée cette jeune fille, clairement. Midas, pour essayer d'éviter une guerre, va vouloir utiliser Oren comme monnaie d'échange. Oren va commencer peut-être à comprendre à ce moment-là que Midas c'est peut-être pas l'homme idéal qu'elle s'imaginait. Il va se passer plein d'autres choses, parce que ça c'est vraiment le début de l'histoire, il se passe plein de choses. Alors, effectivement, la première scène est un petit peu choquante, entre guillemets, parce que dans cette scène, on a Oren qui est dans sa cage et qui assiste, parce qu'elle assiste, elle est devant, elle regarde, à une scène d'orgie, voilà, donc le roi Midas est en train de copuler avec plusieurs personnes, voilà, c'est ce que je vous disais dans un vlog, je l'ai commencé en audio, les petits gémissements, ça met un peu mal à l'aise, c'est une scène d'orgie, j'ai lu bien pire que ça dans des romans de dark fantasy, clairement. Effectivement, c'est une scène d'orgie, était en mode ah, et dans mes souvenirs, elle est un peu longue d'ailleurs la scène. Bon, le fait qu'en plus Oren soit en train de mater, c'est un peu chelou. Voilà, maintenant on sait que Midas il a un harem. Voilà, après il copule, qu'est-ce que je te dise. Alors, ce qui choque aussi, c'est que dans la traduction, les jeunes femmes, d'ailleurs les jeunes hommes aussi, je crois, donc ceux qui font partie du harem, c'est les pouliches, parce qu'ils les montent, vous comprenez. Donc voilà, ce qui est un peu gonflant, c'est que ce mot est répété 50 milliards de fois dans le roman. Ça devient gonflant. La pouliche, la pouliche, ça devient vraiment gonflant. Comparer une femme à un animal, c'est pas oufissime non plus, au niveau misogynie, on est au taquet. C'est un peu gonflant, je l'admets. Voilà, donc on a cette première scène qui est assez choquante. On a d'autres scènes qui peuvent être un petit peu choquantes parce qu'elles sont un peu violentes. Je vous dis, il va se servir d'elle comme monnaie d'échange et forcément, la personne en face, elle est dégueulasse, quoi. Elle sort des trucs, vraiment, il y a des... En fait, c'est extrêmement vulgaire, voilà. C'est surtout ça, c'est que c'est extrêmement vulgaire, en tout cas sur la première partie. Dans les propos, dans la façon de décrire les choses, dans les dialogues, c'est extrêmement vulgaire. Vraiment, je me souviens d'un passage où ça parle de semences masculines, mais alors d'une façon, j'étais là. Oh, dégueulasse. Donc oui, c'est très vulgaire, c'est vraiment très vulgaire, donc pour les ados, c'est niette, tu vois. C'est très vulgaire, voilà, pour moi c'est ça. T'as la scène d'orgie, la grosse vulgarité, et t'as une scène de viol. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne supporte pas les scènes de viol dans un roman. Vraiment, je ne supporte pas ça. C'est un truc, je crois que c'est la chose qui me trigger le plus en littérature. Ça me rend malade. Vraiment, ça me rend malade, je supporte pas. Il faut savoir que moi, quand je lis un livre, je m'identifie tellement au personnage. Je pense que c'est pour ça que je supporte pas, mais vraiment, je supporte pas. J'ai lu pas mal de romans de thrillers, notamment des Claire Favant, des Karine Gibel, où il y a des scènes de viol monstrueuses, mais vraiment monstrueuses, qui m'ont mis dans un état terrible. Et là, il y a une scène de viol, je vous le dis, c'est pas un spoil, au moins vous êtes prévenus. Il y a une scène de viol, alors ça reste une scène de viol, mais qui n'est pas aussi... Je parle vraiment de la façon dont elle est décrite, attention, je parle pas de l'acte en lui-même, j'ai pas envie qu'on change mes propos, je parle vraiment de la façon dont c'est raconté. La façon dont c'est raconté,
est beaucoup plus soft que ce que j'ai pu entendre sur les réseaux. Vraiment, moi, quand j'entendais les gens en parler, je m'étais préparée, je me suis dit, ça va être horrible, ça va être horrible. Alors oui, bien sûr que c'est horrible. À partir du moment où une femme vit ce genre de choses, c'est monstrueux. Mais la façon dont c'est raconté, c'est moins cru que ce que je pouvais imaginer. Je pense que c'est ça le terme. C'est moins cru. Après, alors je sais pas, parce que je connais pas l'autrice ni rien, mais dans cette scène, il y a des choses un peu dérangeantes aussi sur le fait que c'est une des pouliches qui se fait violer, et en fait, alors elle se laisse pas faire, c'est pas ce que je veux dire, mais en gros, au départ, elle va faire croire... En fait, elle sait que ce qu'elle va vivre va être horrible, donc elle se dit que si elle fait croire qu'elle aime ça, et ben ça se passera mieux. Sauf qu'en fait, l'homme qui lui fait du mal, lui ce qu'il veut c'est la voir souffrir. Donc en fait ça ne fait qu'entraîner plus de douleur, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté malsain. Je vais pas vous le mentir, dans ce roman il y a de la vulgarité, il y a du sexe, il y a des choses hyper malsaines, etc. Moi ce qui me rassure c'est que j'avais très très peur parce que c'est vendu comme une romantécie, et moi j'avais très peur que la romance ce soit entre Midas et Oren. Et en fait tu comprends très vite dans le roman que ça va pas être ça. Tu comprends très vite que ce tome n'est qu'un tome introductif. Honnêtement je lirai la suite, au moins le deuxième, pour voir où on va, parce que j'ai bien aimé le roman en fait. J'ai bien aimé le roman, alors je conseillerais pas de le lire, je ne déconseillerais pas de le lire non plus, je vais rester hyper neutre sur ce sujet. Je vous ai donné les infos concernant le roman, en tout cas ce que moi j'y ai vu. Tout le monde n'a pas la même sensibilité, tout le monde n'y voit pas la même chose, tout le monde n'a pas le même vécu, que ce soit vécu IRL ou vécu littéraire. On n'a pas tous les mêmes bagages. Quand on rentre dans un roman comme ça, il faut y aller en ayant les bonnes informations et être armé face à ce qui va t'arriver. Donc moi je vous le dis, il y a une scène d'orgie, c'est extrêmement vulgaire, vraiment, ça m'a choqué d'ailleurs au départ, j'ai fini par m'y habituer, mais c'est extrêmement vulgaire, et il y a cette scène de viol, voilà, il faut le savoir. Et maintenant, très honnêtement, la scène de viol m'a pas fait faire de cauchemar. Quand je lis un Gebel, je fais des cauchemars. Là, j'ai pas fait de cauchemar, hein, donc je préfère vous le dire. Voilà, maintenant, j'ai bien aimé l'histoire. Alors, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas méga original, j'avais compris ce qui allait se passer assez rapidement, mais il y a un truc qui m'intrigue dans l'histoire, qu'on nous donne à la fin, et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je suis allée voir, du coup, ensuite, les avis sur les chaînes anglo-saxonnes, et j'ai quand même vu que pour beaucoup, le tome 1 était pas terrible, parce qu'en fait, j'avais vu, vite fait de loin comme ça, que cette saga cartonnait, et qu'il y a plein de gens qui adoraient la saga. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre quand même, parce que le tome 1, il est pas dinguissime, ça se lit, mais c'est pas dinguissime, tu vois. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, quand je suis allée voir 2 vidéos, j'en ai pas regardé plus, j'en ai regardé 2, si je les retrouve, je vous les mettrai en barre d'infos. Ce qu'elles expliquent, c'est qu'en fait, ce tome-là ne te sert qu'à introduire le monde et à emmener Oren là où elle doit être. Voilà, et qu'elle va aller autre part, et que c'est là qu'il va commencer à y avoir une espèce de romance et des conflits politiques, et qu'on va être dans un roman de fantasy un peu plus classique. Voilà. Maintenant, honnêtement, moi en lisant le roman, alors il est classé en adulte à cause de tout ce que je vous ai dit, voilà, je vais pas répéter, mais honnêtement, moi au niveau de la plume, au niveau de l'histoire, j'ai pas eu l'impression de lire un roman adulte en fait, et je pense que c'est ce truc qui me dérange. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de la couverture qui fait quand même très young adulte, je trouve aussi que l'histoire et la narration font très young adulte en fait, et c'est très étrange. C'est très étrange parce que les thématiques abordées sont rudes hein, quand même, et c'est ce décalage, je pense moi personnellement, qui m'a le plus perturbée dans le roman, c'est le fait que j'ai pas eu l'impression de lire un roman de fantasy adulte, mais pas du tout en fait, donc c'était très bizarre en fait, c'est très bizarre. À cause des triggers warning et tout, faut le mettre en adulte, mais en même temps, quelqu'un qui a l'habitude de lire de la fantasy adulte, ils vont rigoler en lisant ça quoi, enfin, c'est pas possible, tu vois, je sais pas, c'est très chelou ce livre, et très bizarre. Bref, je ne sais pas quoi en dire de plus, je reste très curieuse et j'ai envie de lire au moins le tome qui suit. Je crois qu'il sort dans pas très longtemps, donc je lirai la suite pour voir vraiment où on va. Voilà, parce que peut-être que cette vulgarité, etc. n'est que dans le tome 1, peut-être que ça se calme après. Voilà, après, voilà, dans les triggers, il y a aussi misogynie à mort, hein, mais je pense que vous l'avez compris. Je veux dire, si on appelle les femmes des pouliches, je pense que vous avez bien compris que, voilà, hein. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur ce roman, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'espère vous avoir un peu plus éclairé. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires en restant courtois et poli. De toute façon, moi, les commentaires qui sont pas courtois ou les gens qui s'énervent, je les dégage, hein, vous le savez. Enfin, j'enlève le commentaire parce que
on est dans un espace safe, où bien sûr on peut tous donner notre avis, mais de façon courtoise et polie. Voilà. Bon voilà pour Guild. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez découvert des titres. N'hésitez pas à me dire quel est le titre qui vous interpelle le plus dans ce roman. Je me suis un peu plus attardée, je pense, sur les 2 derniers, parce que j'avais plus de choses à dire, clairement. Vraiment, j'avais vraiment plus de choses à dire. Et voilà, mais les autres étaient vraiment très bien aussi, il faut pas hésiter à y aller. N'hésitez pas voilà, à me dire s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a qui vous tentent pas du tout, ce que, voilà, si... N'hésitez pas à communiquer avec moi, vous savez que j'adore ça. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans les commentaires, de lire vos avis, de voir si, voilà, si vous avez lu les mêmes livres, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'aime vraiment beaucoup avoir vos retours, donc j'attends ça avec une grande impatience. Je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie pour tout votre soutien. Je vais vous demander vraiment de penser à laisser un pouce en l'air et de vraiment pas hésiter à laisser un commentaire, c'est extrêmement important. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est pareil, c'est extrêmement important pour la chaîne, pour moi, etc. Vraiment, n'hésitez pas. Et si vous êtes arrivé jusque là, essayez de me mettre un petit emoji vampire. Oui, je sais, je fais trop bien le vampire. Un petit emoji vampire dans les commentaires pour Belle Morte, hein, parce que bon, voilà. Voilà, c'est tout. Je vous attends dans les commentaires avec forte impatience. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à ce week-end dans un nouveau vlog. Bye bye!